À présent de la colère des policiers qui se poursuit après la détention provisoire d'un agent de la BAC à Marseille, soupçonné d'avoir frappé un homme de 21 ans en marge des émeutes, soutenu par leur hiérarchie. Les policiers ne comprennent pas cette mise en détention. Plusieurs d'entre eux ont décidé de se mettre en arrêt maladie ou en code 562. Alors, Denis Jacob, qu'est-ce que le code 562 pour qu'on comprenne bien, parce qu'on parle souvent de service minimum. Oui, le code 562, c'est uniquement d'intervenir sur des appels d'urgence et le reste, eh bien, ça attend. Voilà, donc c'est le service minimum qui est prévu dans notre codification de travail. Ce code existe et donc on le fait valoir pour n'intervenir que sur appel d'urgence. Alors cette situation, elle semble clairement s'étendre aujourd'hui au-delà de la cité phocéenne, et on va en parler également avec Didier, qui est policier à Paris. Bonjour Didier, je précise que Didier n'est pas votre vrai prénom, que vous avez choisi de témoigner de façon anonyme, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour, merci de me donner la parole. Alors Didier, cette fronde des policiers marseillais, vous la soutenez, et vous avez aussi décidé de vous mettre en arrêt, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. En fait, avec les collègues, on a ce mouvement-là qui commence à monter en température, en soutien aux collègues en détention provisoire. Donc je pense notamment aux collègues de Marseille, hein. Aussi le collègue de Nanterre, ces deux collègues présentent des garanties de représentation solides. Et je doute qu'ils présentent un danger pour la société aujourd'hui, et on a du mal à comprendre ces mises en détention. On ne comprend pas. Aujourd'hui, on nous a demandé de tenir le pays pendant ces jours d'émeute. C'est une épée de Damoclès au-dessus de tous les collègues qui ont tout donné pendant ces nuits d'émeute. Même moi, aujourd'hui, je suis c'est un stress au-dessus de ma tête en me disant, mais qu'est-ce qui me dit que dans un an, je ne vais pas être convoqué par les GPM, placé en garde à vue, et sali, mon honneur sali, en fait, pour avoir tenu le pays. Denis Jacob, vous réagissez à ce que nous dit ce fonctionnaire de police? Ah mais bien évidemment, je ne peux que réagir dans son sens. Ce que dit le collègue, c'est ce que tous les collègues pensent, clairement. Alors, petite précision, ce ne sont pas les policiers qui décident de se mettre en arrêt maladie. Je tiens à le préciser, parce qu'on a l'impression que, d'initiative, les policiers se mettent en maladie. Ce sont les médecins qui le mettent en arrêt maladie. Et si les médecins prennent des arrêts aussi massifs, c'est qu'il y a quand même un mal-être qui va au-delà de l'affaire de Marseille, oui, et celle de Nanterre. Donc oui, je rejoins tout à fait notre collègue, parce que il parle des émeutes, mais malheureusement, ça remonte à beaucoup plus loin. Ça remonte aux attentats de 2015, aux mouvements sociaux contre la loi travail, aux gilets jaunes en 2018-2019, aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites, les émeutes et tous les événements qu'on a à gérer au quotidien. Là, pour les émeutes, nous avons des collègues qui n'ont pas eu de jour de repos pendant 9 jours consécutifs. On nous a demandé de tenir bon pour éviter qu'il y ait un embrasement encore plus fort que ce qu'on a connu. Et parce qu'on tient bon sur le terrain, parce qu'on contient les émeutiers, un policier qui, dans son action, va blesser légèrement ou grièvement un individu, va être reconnu, et déjà avant même qu'il y ait un procès, condamné sur la place publique, reconnu coupable, placé en détention provisoire. Et c'est ça que les collègues ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas d'autant plus que pendant qu'un policier est mis en détention provisoire, alors qu'à notre sens, le collègue l'a très bien dit, à notre sens, le collègue qui est en détention provisoire, il n'y a aucun des critères qui justifie, il y a 7 critères dans le code de procédure pénale, il n'y a aucun des 7 critères qui le concernent. Enfin, moi, je peux les démonter un à un, ces critères, par rapport aux troubles à l'ordre public, par rapport à la garantie de représentation, par rapport potentiellement à une concertation qu'il pourrait avoir avec ses collègues ou à une pression qu'il pourrait mettre sur la victime. On est des fonctionnaires de l'État, on n'est pas un vulgaire voyou, un vulgaire criminel. Et donc, tout ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une situation beaucoup plus profonde de mal-être que l'affaire en elle-même. Il y a clairement une vraie crise de la police, avec des conditions de travail difficiles. Personne ne va le nier. On en parle aussi régulièrement sur ce plateau. Didier, Denis Jacob parle de mal-être au sein de la police. Vous avez consulté un médecin pour avoir cet arrêt maladie, Didier ?
Ah oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de collègues qui aujourd'hui présentent des signes du burn-out ou de mal-être psycho, après j'ai pas les termes médicaux, Asthénie. mais il y a beaucoup de, Asthénie. il y a beaucoup de mal-être. En plus, selon les services, par exemple de nuit, je pense. Ce sont des collègues qui ont de plus en plus du mal à travailler, qui travaillent avec le stress sur le terrain et qui aujourd'hui ne savent pas si les actes auxquels on leur a peut-être enseigné sur le terrain vont leur porter préjudice pour leur carrière, au niveau pénal, au niveau social. Aujourd'hui, le moindre truc peut être filmé, diffusé sur les réseaux, même si on travaille bien. Je veux dire, si on travaille bien et que notre tête est diffusée sur les réseaux, on se retrouve avec des menaces. Aujourd'hui, notre collègue Florian, sa famille a dû être mise sous protection. Je ne sais pas si on s'en rend compte quand même. Ouais, et moi, aujourd'hui, je pense à ma famille en premier. Ça donne pas envie de travailler sur le terrain si c'est pour, au final, passer notre vie en dehors du boulot à se cacher. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour rejoindre mon collègue sur le plateau, à contrario, en fait, nos collègues qui sont en détention provisoire, on a qui sont pas des délinquants antérieurs, quoi. On se retrouve avec des agresseurs aujourd'hui dans le même temps que ces affaires. Je pense notamment à ce gamin de 12 ans qui a été agressé au marteau avec une fracture au crâne à Caen. Son agresseur est libre sous CJ. Je veux dire, le gamin a une fracture au crâne et aujourd'hui, l'auteur est dans la nature. Est-ce qu'on ne peut pas penser que là, il y a peut-être plus, sans être magistrat, il y a peut-être pas plus de danger pour la société avec cet individu-là qu'avec nos collègues. Je veux dire, Boris Kessel, de l'incompréhension de jour en jour pour nos collègues. On est sans voix. Et malgré ça, en fait, on n'a pas d'autre moyen pour se faire entendre que ce mouvement qu'on est en train de créer depuis quelques jours. En revanche, ce que j'ai du mal à entendre, c'est qu'on vienne nous expliquer que ce sont des faits finalement mineurs. Non, et que... Non, alors moi, ce qui est régulièrement dit sur ce plateau depuis quelques jours, il n'y a pas de remise en cause des faits. Mais la question est plutôt de comprendre ce qui a justifié cette mise en détention provisoire, sur le fait que ce policier représentait-il un danger pour la société, puisque c'est souvent le cas des mises en détention provisoire. Alors d'abord, je tiens à rappeler quand même une chose, c'est que personne autour de cette table n'a eu accès au dossier. Bien sûr, évidemment. Et apparemment, de ce que dit un des avocats, c'est quand même qu'il y a un enregistrement de vidéosurveillance que personne ici n'a vu. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir déjà un avis sur l'opportunité de ce placement en détention sans avoir connaissance des éléments du dossier et de cet enregistrement. Ensuite, et vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de critères pour justifier d'un placement en détention qui s'appliquent à tous les citoyens, qu'on soit policier ou non. 2 critères ont été retenus par le JLD. Le risque de concertation entre les mis en examen. Eh bien oui, mais c'est un critère réel. Et je ne vois pas pourquoi... Attendez, laisse-moi terminer. Je ne vois pas pourquoi ce critère ne devrait pas s'appliquer à des fonctionnaires de police. Et ensuite, le risque de pression sur les victimes. Je ne sais pas s'il est opportun au regard des éléments du dossier. Je constate juste que le juge a rendu une décision conforme au texte en vigueur. Là, en revanche, où on pourra peut-être se rejoindre, c'est que je pense que cette affaire pourrait peut-être être une opportunité de réflexion sur la question même de la détention provisoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, profitant de cette affaire, de dire que dorénavant, la détention provisoire pourrait, dans un nombre d'affaires conséquent, être remplacée par exemple, une assignation à résidence ou surveillance électronique. Ce qui permettrait, en plus, dans une période où on connaît une surpopulation carcérale endémique, de diminuer les effectifs au sein des établissements pénitentiaires. Alors, Denis Jacob, une réaction après les propos donc Un policier ne peut pas être mis au même niveau qu'un vulgaire délinquant ou criminel, je suis désolé. On est fonctionnaire d'État, l'État. Donc vous demandez ce qu'on comprend, en fait, vous demandez un statut particulier, un statut spécial pour les policiers. Oui, parce qu'aujourd'hui, on nous dit on demande un régime d'exception. On ne demande pas un régime d'exception. Aujourd'hui, l'exception, c'est la détention provisoire. Or, on se rend compte que de plus en plus, cette exception, elle n'est pas appliquée aux policiers. De plus en plus, je suis désolé. Et donc, quand vous me dites qu'il y a 2 critères de retenue, le premier... s'agissant de la concertation, excusez-moi, les collègues ont été convoqués et auditionnés à l'IGPN 8 jours après les faits. Donc s'ils avaient dû se concerter, ils l'auraient fait bien avant d'être convoqués à l'IGPN et d'être mis en détention provisoire. Je ne dis pas que c'est opportun, je dis que c'est le critère retenu par le juge. Moi, je ne connais pas le dossier, je ne peux pas me prononcer. Quant à la pression sur la victime, excusez-moi... parce que Boris Kessel, effectivement, on ne connaît pas le dossier. Après, les cas de mandat de dépôt, il n'y a pas énormément de cas qui demandent obligatoirement mandat de dépôt. Ah non, mais la détention provisoire, de toute façon, c'est l'exception.
Le principe, c'est la liberté. Donc il faut que dans le dossier, il y ait des éléments suffisants qui remplissent les critères légaux. Le juge a considéré... Mais les critères, on peut les rappeler, ces critères ? Je vous en ai donné 2, il y en a 7. Alors, je ne les connais pas de tête tous. Il y a aussi le trouble à l'ordre public, mais en matière criminelle uniquement. Voilà. Là, je ne suis pas sûr qu'on y soit. Vous avez la conservation des preuves et indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à la fraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public. Voilà, bon, je suis désolé de le dire, je ne suis pas magistrat, c'est clair. Mais moi, à la lecture de ces critères, il n'y en a aucun qui concerne mon collègue. Alors, Monsieur Kessel parlait éventuellement de pression sur les victimes. C'est éventuellement ce qui pourrait être retenu dans un tel dossier. Les 2 critères retenus par le JLD, de ce que j'ai pu lire du dossier, c'est le risque de pression sur les victimes et le risque de concertation entre les co-auteurs. Est-ce pertinent ou pas ? Le policier a interjeté appel, me semble-t-il. Oui. Je crois qu'il y aura une audience devant la chambre de l'instruction début août, qui tranchera à nouveau de ce sujet. Là où la chose est choquante, et je m'arrêterai là, c'est quand même que, alors qu'il y a un débat judiciaire avec des personnes qui ont accès au dossier, on découvre que ce débat sort de cette enceinte avec des personnes qui n'ont pas accès au dossier et qui sollicitent, qui revendiquent des droits spécifiques. Et alors, là, ça me semble un problème. On va faire réagir Didier, qui est toujours en ligne avec nous et qui souhaite réagir à ce qui se dit sur ce plateau. Oui, tout à fait. Nous, on ne demande pas un droit spécifique aux policiers, mais par contre, on demande quand même que les magistrats fassent la part des choses entre des policiers et des délinquants. Enfin, monsieur nous dit sur le plateau que la détention provisoire, c'est l'exception. Mais dans ce cas-là, qu'on l'applique aussi sur les policiers. Je reprends mon exemple d'avant. Pourquoi un agresseur qui a envoyé une fracture au crâne sur un enfant de 12 ans est sous contrôle judiciaire, à contrario d'un policier qui a toutes les garanties de représentation, qui ne présente pas de danger pour la société et en détention provisoire. Au bout d'un moment, là encore, on dit que la police creuse l'écart entre la partie police et la partie justice. C'est pas nous qui creusons. Enfin, c'est au bout d'un moment, on se sent nous aussi, dans le viseur des magistrats. Au moment, j'ai moi-même été plusieurs fois en tant que victime au tribunal. C'est à la limite de l'humiliation quand on se rend en tant que policier là-bas. Denis Jacob, ça dépend. Denis Jacob, existe-t-il aujourd'hui un malaise entre police et justice ? Alors, un malaise, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas venu là pour opposer la police et la justice. Il y a une incompréhension dans ce qui se passe sur cette affaire. Nanterre. Dans cette affaire, c'est une chose. Je parlais d'une manière générale. D'une manière générale. Mais la chaîne pénale, c'est la police et la justice. La police sans justice et la justice sans police, ça ne fonctionne pas. Donc, on est là pour travailler ensemble. Il y a une incompréhension entre la justice et la police dans des décisions qui sont prises. En l'occurrence, celle de Marseille. À Nanterre, vous n'avez pas eu de mouvement de contestation des policiers. Pourquoi ? Parce que le parquet, il a tout de suite fait une conférence de presse et il a expliqué les raisons pour lesquelles il y avait la détention provisoire. Là, on n'a rien. Il y en a un, le grand muet dans cette affaire, c'est le parquet de Marseille. C'est quand même bizarre, quand même. Alors, on s'interroge. Est-ce que on ne l'a pas mis en détention provisoire plutôt pour éviter qu'il n'y ait pas à nouveau des violences urbaines, par exemple ? On peut s'interroger. Donc, le plus gros doute des collègues, c'est le mutisme dans cette affaire du parquet. Pour qu'il n'y ait pas de violence urbaine, on rentrerait donc dans le cadre de troubles à l'ordre public, finalement. Non, le fait de le laisser en liberté. Non, mais les troubles publics, c'est lui qui causerait les troubles à l'ordre public. Hein. Oui, si on le laisse en liberté, c'est pas les autres. Donc c'est pour ça qu'on le laisserait pas en liberté. Sauf que ce critère n'est pas applicable à cette espèce-là, ce fait d'espèce. D'accord. S'il n'était pas en détention provisoire, c'est peut-être prendre le risque qu'on ait à nouveau des émeutes. Donc, si c'est ça qu'on nous le dise, mais en tous les cas, moi, ça déjà apaiserait une partie des collègues, parce que le mal, je vous l'ai dit, est plus profond, et c'est pas que l'affaire de Marseille, c'est un problème général. Mais si au moins on avait une expression du parquet sur les raisons qui ont poussé très clairement à maintenir la détention provisoire pour ce collègue-là, déjà, ça apaiserait. Une autre chose quand même très importante, les collègues sont en colère aussi, parce que quand vous voyez notre colère de Nanterre, l'enquête elle est en cours, là aussi, on attend, il est en détention provisoire. Pourquoi ? Et on ne nous l'explique pas. Pourquoi il n'a pas le droit d'aller au parloir pour parler avec sa famille ? Pourquoi ? Alors que les criminels et les délinquants qui sont incarcérés, ils ont le droit. Pourquoi le collègue, il n'a pas le droit d'aller au parloir ? J'aimerais le savoir. Mes collègues aimeraient savoir pourquoi ce policier, à Nanterre, n'a pas le droit d'aller au parloir pour voir sa famille. Ça, c'est une vraie question à laquelle personne ne nous répond aujourd'hui. Donc, à un moment donné,
il y a une Un élément de réponse peut-être, Boris Kessel, même si vous ne connaissez pas le dossier, bien sûr. Au dossier, la seule chose que je peux dire, c'est que dans le cadre d'une instruction, il peut y avoir des restrictions de communication vis-à-vis de l'extérieur, y compris vis-à-vis des membres de la famille. Ça arrive, rassurez-vous, pas seulement à l'égard des policiers, ça arrive aussi aux délinquants classiques. Mais est-ce opportun dans ce dossier? Je ne peux évidemment pas vous apporter la réponse. Mais une fois de plus, j'insiste là-dessus. Moi, je ne suis pas venu sur votre plateau pour faire le procès de la justice. Que les choses soient très claires. On est d'accord. On a besoin de travailler avec la justice et la justice a besoin de travailler avec nous. Ce n'est pas le procès de la justice. Mais voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Les collègues ont trimé comme des malades pour les émeutes. Il y a une affaire. Je rappelle que le policier est quand même présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on a toutes les garanties. C'est un fonctionnaire d'État. L'État employeur peut être garant pour lui. D'ailleurs, ça ne vaut pas que pour la police. D'une manière générale, vous voyez, je ne demande pas un statut spécifique pour les policiers. Je demande un statut général pour le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il représente l'État. C'est quand même ce qui est demandé, un statut. Un statut. Non, mais moi, je vais beaucoup plus loin, si vous voulez. C'est que quand on est fonctionnaire de l'État, quelle que soit la profession, on a le droit de commettre une erreur, on n'est que des êtres humains. Alors oui, on a le devoir d'exemplarité, le devoir de respecter le code de déontologie, respecter la loi, bien évidemment. Mais on peut commettre une erreur, nous ne sommes que des hommes et des femmes. Eh bien, dès lors qu'on commet une erreur, et dans l'attente d'avoir la finalité de la responsabilité de l'agent, eh bien, l'État doit mettre en place une protection fonctionnelle renforcée, et il doit être mis sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique. On peut même prendre des mesures d'interdiction de séjour. À Marseille, par exemple, interdiction de résider sur Marseille ou son environnement pour pas qu'ils soient en contact direct. Il y a tout un tas de dispositifs législatifs coercitifs dans une moindre mesure qui pouvaient être mis en place en lieu et place de cette détention provisoire. Et donc, les collègues sont dans l'incompréhension parce qu'on leur demande de faire le boulot et quand ils le font, avec tous les risques qu'il peut y avoir, ils se retrouvent mis en cause et surtout, ils se retrouvent tout seuls. Il n'y a personne derrière pour les soutenir. Même si on a eu l'expression du directeur général, elle est quand même intervenue, on va dire, 48 heures après les faits. Je parle sous votre contrôle, Denis Jacob. Le vase, il se remplit depuis plusieurs années. Bien sûr. Le problème, il est sous-jacent. Et on se rappelle de ces images des policiers qui avaient manifesté à quelques mètres de l'Assemblée nationale. À l'époque, ce qu'on entendait notamment, c'était que le problème de la police, c'est la justice. Alors, il faut relativiser. J'y étais. On était 15 organisations syndicales et il n'y en a qu'une seule qui a tenu ce propos-là et qui n'a pas forcément concerter les autres avant pour tenir ces propos-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on entend par exemple le représentant syndical d'Alliance aujourd'hui dire qu'il souhaiterait une audience avec Éric Dupond-Moretti. En fait, on attend beaucoup les déclarations de Gérald Darmanin, à juste titre, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt dans une approche de vouloir discuter avec le garde des Sceaux à ce sujet ? Mais moi, je vais beaucoup plus loin, puisque quand on a eu la période du Beauvau de la sécurité, et avant le Beauvau de la sécurité, on a eu une période de rédaction du livre blanc de la sécurité intérieure avec Christophe Castaner, j'y ai participé. Quand on a eu le Beauvau de la sécurité, j'ai été le seul à déplorer qu'on n'en profite pas pour faire des états généraux de la police et de la justice. On a eu le Beauvau de la sécurité d'un côté, et on a eu les états généraux de la justice ensuite. C'est dommage, parce qu'il y a une fracture dans le fonctionnement entre les deux, et ceux qui trouvent une solution pour leur institution n'est peut-être pas conforme dans la continuité de l'action pénale avec la justice. Donc, oui, il faut qu'on discute, il faut qu'on se réunisse. Moi, je n'appelle le gouvernement de mes voeux d'organiser peut-être une table ronde, vu qu'on a eu le Beauvau, les États généraux, peut-être une table ronde avec l'ensemble des acteurs, et puis qu'on mette une bonne fois pour toutes les choses à plat, quoi, sur la table. Et il faut trouver un moyen de recréer ce lien, parce que si on continue comme ça, on va s'opposer les uns et les autres, à tort ou à raison, mais la justice, elle sera plus rendue. Et il faut qu'il y ait une solution. Ça peut être ce que vous évoquez. Il y a une solution, si je peux me permettre, très rapidement. Il y a une solution, c'est de renforcer ce qui était déjà mis en place, c'est-à-dire les magistrats, quand ils sont en école de magistrature, eh bien, venir faire des stages un peu plus longs dans les services de police avec nous, et à l'inverse, les policiers allaient découvrir aussi ce qu'est le travail de magistrat. Déjà, on apprendra chacun le métier de l'autre, on se comprendra peut-être un peu mieux. Puis après, il y a les difficultés de la justice. On va remercier Boris Kessel d'avoir été avec nous en plateau, avocat. Merci d'avoir été sur le plateau de La Parole aux Français. Merci également à Didier, policier à Paris, qui était en ligne avec nous. On va marquer...